à mon histoire, mon témoignage. C'est vraiment un honneur, un privilège que tu aies accepté de venir rendre gloire à Dieu par ton témoignage qu'on va découvrir, parce que je ne le connais pas non plus. Et au fur et à mesure, je vais le découvrir, mais je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Séverine. J'ai 28 ans. J'ai un master pour être directeur d'établissement dans le médico-social. Et j'habite en région parisienne depuis presque 5 ans. Voilà ce que je peux dire sur moi. Tu habites en région parisienne depuis 5 ans seulement. Oui. Et tu habitais où avant? J'habitais en région PACA, j'habitais sur la Côte d'Azur. Ah oui, d'accord. J'ai grandi avec mes parents. J'ai un grand frère. Et donc... Et tu es toute seule en région parisienne alors? Oui. Tu as laissé toute ta famille et tu es venue en région parisienne? Effectivement. À la base, je suis venue ici pour mon master. Donc je suis venue ici fin 2016. Et les circonstances ont fait que je suis restée en région parisienne. D'accord. Bravo. Et tu te sens pas seule? Ta famille te manque pas? Si, par moments, oui, ça a été un peu difficile au début. Mais je commence petit à petit à reconstruire ma vie. D'accord. Donc je te laisse nous raconter ton témoignage. Ok. Donc, comme je disais, j'ai grandi dans le sud de la France. Vers Cannes, pour situer un petit peu. J'ai un grand frère qui lui est parti tôt de la maison. J'avais 8 ans, 8-9 ans quand il est parti. Et j'ai grandi donc avec mes deux parents. J'étais plutôt... j'avais une personnalité plutôt introvertie. J'étais très souvent seule, etc. Bon, j'avais des amis, j'avais de l'entourage, mais j'étais plutôt seule. Et donc j'ai grandi comme ça, je suis allée à l'école primaire, collège. Et au collège, j'ai commencé à sombrer un peu dans la dépression. J'arrivais pas à verbaliser ce que je ressentais, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mais j'ai connu la dépression. Je suis passée par des phases un peu compliquées. Ensuite, j'ai connu le hand. Le hand? Oui. D'accord. J'ai fait du handball à un certain niveau. J'ai intégré un centre de formation. Oui. Ce qui m'a valu une première séparation, si je peux dire ça comme ça. La semaine, j'étais à l'internat. J'étais à 1h15 de chez moi. Et le week-end, j'étais en match, donc voilà, très peu avec mes parents. C'est le fait d'avoir quitté tes parents qui t'a fait sombrer ou c'est un mal-être? Non, c'était un mal-être qui était profond et qui était déjà ancré avant que j'intègre le centre de formation. Le centre de formation, c'était une merveilleuse expérience, mais très douloureuse. Si tu veux, j'étais promue à plein de choses, à plein de rêves, comme toutes les personnes qui souhaitent faire du sport à haut niveau. Et j'ai connu une blessure à l'épaule. Et c'était juste avant une compétition importante qui m'a valu une place en équipe de France. Oula. Et voilà, après une carrière dans le handball. Et cette blessure, ça a été comme la cerise sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça. J'ai donc arrêté de m'entraîner. J'ai subi une intervention chirurgicale, je me suis fait opérer de l'épaule. Mais ça a été que bien après toute l'année. Je me suis blessée en novembre et j'ai été opérée qu'en juillet. Donc pendant toute l'année, j'étais avec le groupe. Et tu ne jouais plus? Et je ne jouais plus. Et donc... Pourquoi ça a pris autant de temps pour te faire opérer? Parce que le temps que je prenne rendez-vous avec un chirurgien, et puis comme j'étais en cours, etc., je voulais pas avoir l'intervention tout de suite, donc je me suis opérée en été. Et
coup, tu te remets beaucoup en question. Il faut savoir que moi, le hand, c'était ma vie, en fait. Je mangeais, je respirais, c'était ma vie. Ouais. Et donc, tout s'est effondré du jour au lendemain. En juillet, je me suis fait opérer. Et à la suite de ça, j'ai pris la décision de rentrer chez moi et de ne plus aller en centre de formation. Tellement tu étais dégoûtée? J'étais... pour moi, en fait, qui j'étais n'était plus. D'accord. Comme je te disais, le handball, c'était ma vie. Donc, ma vie n'existait plus, n'avait plus de sens. Donc, je suis rentrée chez moi. J'ai été au lycée. Et pendant que j'étais au lycée, j'ai fait 1 an et demi de rééducation. Et en seconde, j'ai redoublé ma seconde. J'ai redoublé ma seconde parce que j'étais tout le temps absente. Je séchais les cours, parce que j'étais très 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 fatiguée. Et à cette période-là, j'étais toujours en dépression, mais il faut savoir que j'étais du genre à camoufler. Donc j'étais très entourée, etc. Mais on ne voyait pas le mal-être et j'en parlais pas. Et en seconde, je redouble. Et ma mère se questionnait, elle me disait, bon, je veux bien que tu aies du caractère, mais quand même. Et donc... Ils étaient surpris de ton redoublement? Oui et non. Oui, parce qu'à la base, j'étais une bonne élève. Et non, parce que ça n'allait pas. Ils le voyaient, ils n'arrivaient pas trop à cerner ce qui n'allait pas. Mais voilà. Et en deuxième année, j'ai rencontré une prof de français qui m'a beaucoup aidée. Et un jour, elle m'a dit, avant un cours, elle m'a dit, Séverine, j'aimerais te voir à la pause. Et donc, on s'est vus. Et elle m'a dit, est-ce que tu vas bien? Et là, je me suis effondrée en larmes. Et elle m'a dit, bon, il faut que tu ailles à l'infirmerie. À l'infirmerie, on m'a fait hospitaliser en pédopsychiatrie. Et j'y suis restée 1 semaine. Et pendant 1 semaine, tu vois des psychologues, il y a des groupes de thérapie, etc. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais 16 ans. Et j'étais en couple. Ah oui, déjà. C'était mon premier. D'accord. Et donc voilà, une relation un peu toxique aussi. En sortant de l'hôpital, mes parents n'ont pas compris pourquoi j'avais été hospitalisée. On vous appelle un soir, on vous dit, bon, demain, vous devez emmener votre fille à l'hôpital, en pédopsychiatrie. C'était surpris. Mes parents ont été surpris, abattus, enfin, oui. Voilà. Mais à la suite de ça, j'ai continué ma petite vie. J'avais un suivi psychologique en dehors de l'hôpital, mais j'y suis pas allée. Donc j'ai continué ma vie comme ça. Le mal-être était toujours là, oui. Mais c'est comme si je l'avais mis à part. Ça faisait vraiment... ça faisait pas partie intégrante de ma vie. J'étais en couple à ce moment-là, une relation qui a duré 2 ans, qui s'est arrêtée pour certaines raisons. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enchaîner relation sur relation. J'ai eu plusieurs histoires dites amoureuses. Et ça m'a valu beaucoup de blessures intérieures. Parce qu'au final, j'ai enchaîné ces relations pour combler un vide. Et faut savoir que j'étais presque jamais chez moi, en fait. À la maison. À la maison. J'ai été tout le temps dehors. Alors, soit j'étais au hand, soit j'étais avec mes amis. Après, j'ai commencé à 16-17 ans, à commencer à aller en boîte de nuit. J'ai commencé à vivre plus ou moins la nuit. Et donc, j'avais très peu de relations avec mes parents. Et au final, je me suis émancipée, si je peux dire ça comme ça. 17, 18 ans, 19 ans, on commence à être plus ou moins indépendant. Il y a l'entourage,
On sort, en plus sur la Côte d'Azur, on chill. C'est une vie, voilà, une vie de débauche. Et, mais j'avais toujours ce manque. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne savais pas en fait. Faut savoir que j'ai grandi dans un contexte familial où on ne parlait pas de Dieu à la maison. Mes parents m'ont emmené au catéchisme. Il y a 10 ans, je leur ai dit, bon, vos histoires de catéchisme, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai arrêté d'y aller. Tu as fait le processus première communion, tout ça? Je me suis arrêtée à la première communion. D'accord. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que ça ne m'intéressait pas. Et dans mes souvenirs, je n'ai pas le souvenir qu'on parlait réellement de Dieu, de qui était Dieu. Donc j'ai grandi sans cette notion-là. Pour moi, bah, voilà, je faisais ma vie et puis voilà. Ensuite, dans ma classe, j'avais des copines qui, elles, étaient de confession musulmane. Et elles me parlaient un petit peu du Coran, etc. Mais pareil, ça me disait rien. Enfin, la religion ne m'intéressait pas en fait. Et puis je me posais des questions du style, bah, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et donc, bah voilà, je faisais ma vie et puis on verra bien. Et jusqu'à ce que il y a eu plusieurs événements qui m'ont profondément marquée. Donc il y a eu déjà la déception par rapport au sport, parce que c'était ma vie, vraiment le handball, c'était toute ma vie. Et à partir de là, ben, il fallait que je trouve une autre raison de vivre. Donc je me suis orientée vers les études. Je me suis dit, ce que je cherchais dans le sport, au-delà de l'épanouissement, je cherchais aussi une reconnaissance sociale. Être sportif de haut niveau, c'est quand même assez bien vu. Et étant donné que je ne faisais plus, j'envisageais plus une carrière sportive, je me suis dit, cette ambition-là, je vais la tourner vers mes études. C'est bien déjà. Oui, c'est bien, oui. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire des études et avoir un statut social de cadre. D'accord. Parce que j'avais soif de reconnaissance. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours été attirée par le social, toujours ce besoin d'aider les autres. Et je crois qu'en aidant les autres, je cherchais à m'aider moi-même. J'ai voulu faire des études de psychologie, finalement, j'ai pas fait ça. Mais toujours autour du social. Et donc, j'ai fait un BTS, après j'ai fait une licence. Et à la fin de ma licence, il y a eu le décès de ma grand-mère maternelle. Et ça a été comme un coup en fait. C'était encore, on venait rajouter un coup de massue. Et à la suite de ça, j'ai pris 1 an sabbatique. Tu t'entendais très bien avec ta grand-mère? C'est elle qui m'a élevée principalement. D'accord. Et quand elle est partie, je suis partie 6 mois en Angleterre. Oui. Et après, je suis revenue en France. Et j'ai fait 6 mois de service civique. Ah oui? Oui. J'avais vraiment besoin de déconnecter. Oui. Et après ça, je me suis dit que j'allais faire un master. Et c'est là où je suis arrivée en région parisienne. D'accord. Parce que le master n'était pas dans le sud, tu n'avais pas trouvé... Il y avait des masters dans le sud, mais toutes les portes étaient fermées. D'accord. Donc, je suis arrivée ici. Faut savoir que je détestais Paris. J'avais le choix entre Paris et Brest. Brest, je me suis dit jamais de la vie. Donc je suis venue sur Paris. Et le but du témoignage aujourd'hui, c'est de raconter comment je suis arrivée à Christ. C'était un rendez-vous alors? C'était un vrai rendez-vous. Mais avant de parler du rendez-vous, il fallait que j'explique un peu le cheminement. D'accord. Et le cheminement, c'est que j'avais tout pour moi. J'avais une famille, j'ai encore une famille, j'avais des amis, j'avais plus ou moins une carrière assurée dans le sport, j'avais de l'argent, mais j'avais un mal-être et je ne pouvais pas l'expliquer et mon entourage ne pouvait pas le comprendre. Il me disait, mais t'as tout pour toi, pourquoi tu te plains? Mais en fait, vous n'êtes pas dans mes baskets, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis. En arrivant ici en Île-de-France, j'ai d'abord été hébergée chez
chez une personne, etc. Et puis je ressentais le besoin d'être seule. Et donc j'ai trouvé un logement. C'était une chambre dans un foyer pour étudiants. Et donc je suis restée là 4 mois. Et ensuite j'ai fait mon stage, je suis rentrée dans le sud. Et je me suis dit, bon allez Séverine, tiens le coup, encore 6 mois sur Paris et après tu rentres. Et finalement, en septembre 2017, je suis revenue pour faire ma 2e année de master. Et il faut savoir que, comme je te disais, j'avais aucune notion de Dieu. J'avais jamais ouvert la Bible. Pour moi, ça ne me parlait pas. Je ne savais pas ce que c'était. Et dans ce master, j'avais un groupe de filles avec qui on faisait souvent des travaux de groupe. Et il y en a une d'entre elles, elle avait un fort tempérament, 2 forts caractères. Et on était tout le temps en conflit. Tout le temps. Tout sujet des sujets à débat, en fait. Et des fois, quand elle parlait de la Bible, parce qu'elle est chrétienne... Elle est chrétienne, d'accord. Eh bien, je n'avais pas d'argument. Parce que je ne savais pas quoi lui répondre, je ne connaissais pas. Et à partir de là, je me suis dit, non, il faut que j'apprenne la Bible. Il faut que j'apprenne, il faut que je sache de quoi elle parle. Juste pour qu'elle puisse se taire aussi. Et donc, ce désir a commencé à naître comme ça. Il faut que j'apprenne la parole de Dieu. Et puis, les circonstances ont fait que dans la résidence où j'habitais, il y avait un jeune homme. Je pense que c'était pas que la Bible, je pense qu'il était aussi intéressé. Il me disait, ah, t'es chrétienne et tout. Et moi, je disais, ah, ouais, je suis chrétienne, mais c'était pas vrai en fait. Et parce que j'habitais je partageais en fait mon logement avec 2 autres filles. Et il y avait une étagère et il y avait une Bible posée dessus. Et comme dans l'appartement. Dans l'appartement. Et j'ai regardé cette Bible et je me suis dit, ah tiens, une Bible. Mais je ne l'ai pas prise. Excuse-moi, les 2 filles, elles étaient chrétiennes? Pas que je sache. D'accord. Je pense pas. D'accord. Mais en tout cas, la Bible était posée là. J'ai laissé la Bible. Et la fille de ma classe, souvent on discutait. Et comme je n'avais pas d'argument, je me taisais. Je me taisais et je parlais de ma propre opinion par rapport à ce qu'elle disait. Puis un jour, je discutais avec un ami à moi avec qui j'ai grandi dans le sud, qui est chrétien. Et je lui disais, tu sais, il faut absolument que je trouve une église à Paris. Parce qu'il faut que j'apprenne la parole de Dieu. Et il m'a dit, tu sais, ma sœur, elle a une église sur Paris, etc. Tu devrais la contacter et lui en parler. Je dis, ok. À cette époque-là, j'avais un compte Instagram bien rempli. et sa sœur, je crois qu'elle m'a un like sur une photo. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de sa sœur. Parce que je la connaissais, on avait grandi ensemble, mais on s'était un peu perdu de vue. Au cours de circonstances, on reprend contact. Et on vient à parler de l'église. Et je lui dis, ton frère m'a dit que tu avais une église, etc. J'aimerais bien venir. Elle m'invite un premier dimanche à l'église. Finalement, je ne vais pas y aller. Et je vais y aller le 19 novembre 2017. Je précise la date parce que cette date a changé ma vie. Et donc, ce jour-là, je suis allée à l'église. Ouais. Et là, tu étais prête à y aller. C'est un désir personnel. C'était toi, c'était suite à ta recherche de connaître Dieu un peu plus. Je sais pas comment dire ça. Je me suis dit, je vais aller à l'église pour écouter la parole. D'accord. Et pour aller lundi et dire à cette fille que... D'accord. Et je suis arrivée à l'église et cette personne m'avait prévenue, m'avait dit, tu sais, l'église où je vais, c'est pas une église traditionnelle, tu vas voir, c'est vivant, il y a de la louange, etc. Et moi, je me suis dit, ouais, cause toujours. Je vais juste venir entendre et je pars. Et ce jour-là, les premières notes de musique, j'ai commencé à pleurer. Mais je ne pouvais pas dire si j'étais triste, si j'étais heureuse. J'ai pleuré du début à la fin. Louange, adoration.
Le pasteur, il prêchait, j'ai pleuré. Ah oui. Et ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. J'étais vide. Au début, j'ai pas pris conscience de ce que j'avais fait, de la décision que j'avais prise. Mais pour moi, ça a été naturel de retourner à l'église. Tu n'avais pas pris conscience, tu avais donné ta vie au Seigneur, c'est oui. Ça? Quand j'ai fait la prière du salut, j'ai accepté Christ, mais j'arrivais même pas à parler tellement je pleurais. Et la semaine passe et j'ai hâte de retourner à l'église. Et j'en parle à ma famille et je leur dis, vous savez, j'ai accepté Jésus, etc. Et mes parents ont grandi avec une éducation catholique, mais ils ne sont pas pratiquants et à la maison, on n'a jamais parlé de Dieu. Alors ils se sont questionnés un petit peu. Bon, d'accord. Mais quand ils ont vu que j'ai commencé à aller tous les dimanches à l'église, ils se sont interrogés, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en région parisienne, je n'ai pas de famille. Toute ma famille est dans le sud et j'étais seule ici. Et comme j'aimais pas Paris, ils ont dû se poser des questions, mais comment ça, elle n'aime pas Paris? Et ça, c'était en novembre 2017.